édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Bonsoir, les vraies voix de l'été, une nouvelle fois en édition spéciale consacrée aux feux de forêt en Gironde et dans les Landes. Des points de situation précis, des témoignages sur place, les prévisions de nos experts tout au long de cette émission. Merci de passer ce moment avec nous. Le sommaire avec deux grands débats bien sûr comme chaque soir à 17h30 nous prendrons du recul malgré la colère immense des Français devant tant de destruction de forêts. Comment éviter le pire chaque année face à ces incivilités, ces accidents, ces canicules? Nous poserons la question, #canicule. En période de risque, faut-il instaurer l'état d'urgence pour prévenir les feux de forêt? Et puis à 18h20, là encore après notre spécial feu de forêt, nous reviendrons, nous ouvrirons le grand débat sur la circonstance aggravante de racisme retenue par les juges d'instruction dans le procès des meurtriers du jeune rugbyman de 16 ans, Thomas. Ça s'est passé à Crépol en 2023. Le thème de notre débat, le racisme est-il une cause de violence dans la société française? Vous réagissez au 0800 26 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et notamment vous répondez à nos questions sur la chaîne YouTube. Nos vraies voix ce soir. Avec autour de la table, Geoffrey Vupéro, chef d'entreprise et chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir, très content de vous retrouver. Et avec plaisir aussi, un habitué, un vieux de la vieille. Ouais, ça lui, il aime tellement qu'on le dise comme ça. Joseph Touvenel, éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Capital Social. Bonsoir Joseph. Bonsoir Frédéric. Et bonsoir à tous. Et puis notre artiste, celui qui vient de temps en temps apporter de la hauteur, président du collectif Banlieue Active, Rost. Bonsoir Rost. Bonsoir. Bien messieurs, évidemment on vous garde sous la main, vous intervenez, mais bien sûr nous ouvrons avec notre édition spéciale consacrée à la Gironde. Les vraies voix Sud Radio. Situation apocalyptique en Gironde, autour du bassin d'Arcachon, dans les Landes également, à proximité de Biscarrosse. Les feux XXL ne sont toujours pas fixés. Les évacuations se poursuivent. Le cauchemar semble interminable pour les populations locales. Nous sommes avec Guillaume Millet, le secrétaire général de CFDT 1033, donc Gironde. Il était au ministère de l'Intérieur ce matin à la cellule de crise. Bonsoir Guillaume Millet. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est dit ce matin dans cette cellule de crise? Il y a eu un point presse, notamment de la préfecture, qui est chargée bien sûr de retranscrire ce message. Nous sommes bel et bien, malheureusement, dans une situation apocalyptique que pratiquement jamais la France n'a connue. Alors je vais nuancer vos propos parce que je n'ai pas eu cet honneur d'être invité à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur, parce que ça appartient au directeur général de la sécurité civile, au ministre de l'Intérieur lui-même. Moi j'étais reçu effectivement par le ministre de l'Intérieur à 11h, mais c'était dans le cadre de discussions qui étaient prévues de longue date, et en fait les événements se chevauchant, on a longuement échangé sur la situation actuelle en Gironde et en France de manière générale. Précision importante, effectivement, vous n'étiez pas à l'intérieur, mais vous avez eu, bien sûr, les confidences de l'intérieur. Alors, la situation, on est bien d'accord, elle est considérée comme exceptionnelle. Jamais une telle situation ne s'est produite, hein. Par son ampleur, on a déjà connu 2022, nous, en Gironde, avec des feux de quasi même importance, avec l'Andiras, rappelez-vous, à la même période en 2022, et parallèlement la Teste également. Maintenant, ce feu-là est d'un autre genre encore, dans une végétation encore plus sèche. Et la particularité de ce feu-là, c'est qu'il descendait vers le bassin d'Arcachon, donc vers des zones très urbanisées, en interface avec la forêt, donc il a fallu mettre énormément de moyens pour essayer de défendre tous les points sensibles qui étaient à défendre. Et c'est un feu qui, au cours de la nuit, a changé complètement de comportement, puisqu'il est parti dans des directions complètement incontrôlées, incalculables. Et en fait, ce feu s'est généré son propre chemin en faisant fi de toutes les prévisions. Alors, question autour de la table, Geoffrey Vupéro, donc pour Guillaume Millet. Oui, j'ai une première question. Est-ce que le changement climatique est la cause unique de la taille de l'événement, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière ça ?
il est évident que le changement climatique, le dérèglement climatique, comme on l'appelle maintenant, est le facteur principal de ces phénomènes-là. Aujourd'hui, la barrière climatique, en fait, on voit qu'elle se déplace vers le nord. On retrouve des feux de forêt dans le centre de la France, là où il y a 10 ans, il n'y en avait pas. On retrouve des feux d'espace naturel sur les côtes. Au 14 juillet, il y avait un feu d'espace naturel sur les côtes de Bretagne au niveau de Fréhel, du Cap Fréhel, là où il n'y a jamais eu de feu de surface. Donc on voit bien que ce dérèglement climatique fait augmenter les chaleurs plus haut dans le nord de la France. Ça se décale et en fait les climats que nous avions dans le sud depuis des années, aujourd'hui on peut clairement dire qu'on a des climats dans le sud et le sud-ouest de la France qui équivalaient à il y a quelques années au sud de l'Espagne ou quasiment même des fois au Maghreb, puisque fin juin à Bordeaux, à Londres, nous avions du 45 degrés, quoi. Donc on voit bien que les températures augmentent, que la pluie, même si elle est tombée en quantité cet hiver dans pas mal d'endroits, ça a bien rempli les nappes. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des réserves hydriques qui sont suffisantes, mais qui commencent déjà à être un petit peu épuisées, et il reste encore tout le reste de la saison à faire. Cette sécheresse qui est arrivée extrêmement tôt, avec des épisodes caniculaires qui se sont succédés, ça a complètement asséché le sous-bois et la forêt. En Gironde, nous avons des grandes forêts de pins. Quand il fait très chaud, le pin transpire. En fait, le pin, il y a de l'essence de pin qui s'évapore de tous les arbres. Et ça fait des essences très très inflammables, et il suffit qu'il y ait une étincelle, quelqu'un qui allume un feu, un écho qui soit jeté par la fenêtre, des travaux agricoles dans la forêt. Ces essences-là vont s'enflammer, ça va partir en cime très très rapidement au lieu de rester dans le sous-bois. Et quand les feux partent en cime, ça devient complètement délirant et très très difficile à stopper. Bon, voilà sur un point très précis. Alors juste, parce que nous allons dans un instant recevoir le maire de Mios, Cédric Pin, qui sera également interrogé par nos vraies voix. Mais peut-être juste une question, Guillaume Millet, l'état de forme physique et mentale de vos pompiers sur place. Les pompiers mentalement sont toujours prêts, on va dire, à en découdre. Maintenant, même si la tête suit, le physique va peut-être commencer à tirer parce que ce sont des répétitions d'efforts, ce sont des déplacements de point en point. À chaque fois, il faut redescendre, retirer les tuyaux, redescendre des points sensibles, des maisons. On attend que le mur de flamme nous vienne dessus pour économiser l'eau et arroser au dernier moment. Et puis, dès que c'est éteint, on repart ailleurs. Les équipes sont clairement épuisées, et je pense surtout aux renforts qui viennent des départements voisins et du reste de la France. Il y a des gens qui ont fait 15 heures de camions de pompiers depuis l'Est de la France pour venir en Gironde, en étant engagés directement sur les incendies. Donc je vous laisse imaginer qu'après 15 heures de trajet, on n'a pas toute la lucidité pour attaquer les incendies. Donc les gens commencent à être fatigués, même s'il y a des relèves qui sont effectuées de façon tous les 12 heures, on va dire. Les pompiers volontaires sont là aussi, mais eux aussi sont épuisés. Tout le monde joue le jeu, mais un jour ou l'autre, on commence déjà à tirer la langue, quoi. Ouais, question rapide de Rost. Alors, parce que j'entendais un de vos collègues tout à l'heure parler de la question de la prévention. Il dit qu'on a un gros problème là-dessus, et d'ailleurs même sur plein d'autres sujets, c'est souvent le cas. Lors de votre rencontre aujourd'hui avec le ministre, est-ce que il y a quelque chose de prévu dans ce sens pour la suite? Les gens qui jettent les mégots, ceux qui font je pense qu'on ne parle pas assez, peut-être aujourd'hui, de prévention auprès des gens. Guillaume Millet. Je ne suis pas celui qui fait les lois en France, donc j'ai entendu dire Madame la préfète, accompagnée du procureur de la République de Bordeaux, qu'il y aurait des sanctions lourdes pour les gens qui se feraient attraper ou à allumer des feux, ou de façon volontaire, ou à jeter des mégots dans la forêt sèche. Maintenant, faire de la prévention, je pense que
on n'a qu'à mettre les gens devant un incendie de forêt et je pense que la prévention, la pédagogie se fera d'elle-même. Quoi. Ils comprendront assez vite. Ils comprendront qu'il ne faut pas le faire, mais effectivement, non, dans les écoles, on ne fait pas tellement de prévention dans les écoles urbaines, on va dire, parce que les écoles qui sont dans un milieu forestier, c'est la forêt, c'est la nature et on y est attaché et dès le plus jeune âge, en fait, on sait qu'il faut pas jouer avec le feu en forêt. Maintenant, est-ce qu'il y a une vraie décision politique à orienter à orienter de la prévention dans les écoles, etc. Je ne sais pas. Mais effectivement, il faut éduquer les gens pour tout, notamment même ça. C'est clair. Merci beaucoup Guillaume Millet, donc secrétaire général CFDT SDIS 33. Nous allons accueillir le maire de Mioz tout de suite, Cédric Pin. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de nous accorder un petit peu de temps. Mioz, évidemment, en Gironde. Hier, nous avions d'ailleurs un témoignage d'une personne qui était à Biganos et qui avait été évacuée. Quel est le rôle aujourd'hui de votre municipalité et à quel niveau vous êtes touché ? Alors nous, commune de Mioz, on n'a pas été touché directement. Par contre, on est une commune solidaire. Donc on est une des communes qui était présente pour accueillir notamment avant-hier dès 3h du matin les gens des campings qui ont été évacués. Notamment beaucoup d'Allemands, des Belges, des Français. Et on les a accueillis, on a tout fait du mieux possible pour avoir beaucoup de bienveillance. On leur a évidemment, donc ils étaient contents d'avoir un gymnase, d'un premier temps, on les a alimentés, le petit déjeuner bien entendu. On a le centre commercial qui a joué un rôle extraordinaire, Maxi Coffee, enfin je devrais pas le citer, mais qui est une entreprise miozaise qui a fourni le café. Enfin, tout le monde a joué le jeu pour essayer de bien les accueillir. Là, il nous reste encore quelques personnes. Voilà, c'est beaucoup de bienveillance. Dans quel état sont les gens qui ont dû évacuer ? Parce que certains ont été réveillés en pleine nuit. J'imagine qu'il y a des traumatismes assez forts. Alors, perturbés quand ils sont arrivés, un peu perdus. Mais ils ont reconnu qu'ils ont été bien accompagnés par les forces de l'ordre et puis surpris de voir que on les attendait à Mioz devant le gymnase. Tout était éclairé, tout était prêt. Voilà, ils ont beaucoup apprécié cette organisation. Question de Joseph Touvenel. Oui, monsieur le maire, j'ai l'impression, d'après ce que vous nous dites, que dans une société qu'on nous décrit comme très égoïste, et souvent à juste titre, quand il y a ce type de drame, il y a de vraies solidarités qui se mettent en route, notamment votre commune, mais aussi les agriculteurs, aussi les forces de l'ordre d'ailleurs qui font un gros travail, et puis les habitants qui vont être solidaires des sinistrés. Est-ce que vous le ressentez aussi comme cela ? Complètement, vous avez raison. Nous, on a été marqués par les Allemands qui étaient émus, mais ils nous ont dit merci, mais tout le temps en permanence pour la bienveillance qu'on leur a apportée. Et c'est pas les élus, c'est les agents, c'est tout le monde, les entreprises. Et ils nous ont dit, voyez, en Allemagne, on est très organisé, les choses, on attend beaucoup de la force publique. Et ici, on sent une force différente. On sent que tout le monde est dans cet esprit, vouloir apporter quelque chose, donner et être présent. Et ça, ils ont été très très émus par ça, très touchés. Et je crois que on critique souvent un peu la France, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très beau, c'est cet esprit solidaire qui sait être là quand il y a besoin. Cédric Pin, évidemment, en tant que maire de la ville de Mioz, vous êtes au premier rang des informations. Est-ce que vous avez quelques confidences, mais informations tout simplement sur ce qui vous attend, ce qui attend la région là sur la nuit qui arrive ou pas ? Alors, nous, on a comme information, c'est effectivement les villes au fur et à mesure qui sont évacuées. Là, ça a été Arès et Andernos, mais c'est par prudence, notamment l'hôpital. Donc, à chaque fois, toutes les communes du bassin d'Arcachon, il y a une vraie solidarité. On est tous en train de dire on est présent. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les orages peut-être dans ce week-end, cette nuit, qu'il y ait de nouveaux départs et que quelque part les forces de pompiers soient dispersées. Donc ça nous inquiète. On s'aperçoit que la semaine prochaine, on parle encore une semaine de beau temps. Avec des fois quand on parle de pluviométrie, on parle de 1 mm, 2 mm, c'est rien.
Donc j'ai peur qu'il y ait d'autres sources et d'autres feux. Bon, bon courage. Merci beaucoup Cédric Pin, maire de Mios. Évidemment, cette édition spéciale consacrée au feu et en Gironde et dans les Landes se poursuit. Nous sommes avec nos 3 vraies voix, Rost, Joseph Touvenel, Geoffrey Vupéro. Restez bien avec nous sur Sud. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été avec cette édition spéciale consacrée aux feux de forêt en Gironde et dans les Landes. Incendie XXL qualifié d'incontrôlable, d'imprévisible par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez qui ajoute le pire feu de la saison pour qualifier cette situation. Plus de 12 500 hectares ont brûlé sur la zone de Somos, Le Porge et qui a atteint aussi Lège Cap Ferret la nuit dernière et menace le nord du bassin d'Arcachon. Les habitants d'Arès, d'Andernos-les-Bains ont reçu l'ordre d'évacuer. En prévention, 44 000 personnes ont été évacuées de la presqu'île de Cap-Ferret dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous voulions revenir avec nos 3 vraies voix, Geoffrey Vupéro, Joseph Touvenel et Rost, sur cette situation et notamment un tour de table. Votre info, vous êtes un des spécialistes de la question. Le rôle de l'armée, est-ce que l'armée finalement a un rôle à jouer pour gérer ces feux de forêt, Joseph Touvenel? En fait, souvent on passe à côté du fait que les armées sont une force efficace dans le cadre des catastrophes naturelles. Les Corses le savent très bien, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que le 2e REPT est si bien vu en Corse, c'est qu'il y a régulièrement des incendies, vu la chaleur qu'il peut y avoir. Et le 2e REPT, à chaque fois, intervient avec les populations civiles et évidemment avec les pompiers, mais le rôle des armées, là on le voit notamment en Gironde, c'est vraiment la détection, la surveillance, l'ouverture d'itinéraires. Quand vous êtes dans une zone boisée, compliquée, montagneuse, ils ont des spécialistes qui font les ouvertures d'itinéraires pour les pompiers. C'est la création de pare-feux, c'est-à-dire qu'avec leurs engins, ils vont faire des pare-feux, ce qui va éviter à l'incendie de se nourrir, parce qu'ils ont dégagé le terrain. C'est tous les travaux du génie, avec le matériel du génie, l'héliportage et l'hélisurveillance. Par exemple, la nuit, les Canadair ne passent pas. Oui, mais les Pumas, eux, peuvent traiter les incendies de jour comme de nuit. Et les Pumas, souvent, c'est d'anciens militaires qui les pilotent parce qu'ils les ont pilotés pendant les armées. Et le feu tactique, c'est une coupure avec un feu pour éviter que l'incendie puisse passer. Et ça, c'est vraiment des spécialités de nos armées, avec des hommes qui sont mobilisés. Il y a 600 sapeurs-sauveteurs qui sont mobilisés déjà dans le sud. On oublie souvent que les pompiers de Paris, ce sont des militaires. Alors oui, eux ont un statut un petit peu à part, effectivement. Comme les marins-pompiers de Marseille, ce sont des militaires. Et puis dans les moyens, là on nous annonce que la 400M, vous savez, c'est le 400M d'Airbus, c'est ce qui a remplacé le Transal, les Hercule C-130. C'est un gros porteur qui normalement transporte des blindés, va transporter des hélicoptères, peut mettre 116 parachutistes. Là, il y a eu des essais qui ont été faits à Nîmes au mois d'avril. On met à l'intérieur de la 400M un gros réservoir et il va avoir la capacité d'envoyer 10 tonnes d'eau en 10 secondes. Le problème, c'est le temps pour le charger. Alors justement, c'est très important ce que vous dites sur les moyens aériens. Écoutez, Sophie Brocas, la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et donc qui comprend la Gironde, bien sûr, qui faisait tout à l'heure l'inventaire. Les moyens aériens aujourd'hui sont renforcés par le ministre de l'Intérieur. Donc nous avons 4 Canadair et nous avons 3 bombardiers d'eau, plus évidemment les hélicoptères de reconnaissance du feu. Voilà, donc des moyens importants, mais je le dis, nous allons en avoir besoin parce que cet incendie n'est pas encore fixé. Alors, on voit bien que il y a l'utilisation, mais notamment la 400, elle dit après, parce qu'elle est interrogée dessus, elle dit on va faire des tests, mais ça aurait été bien de les faire avant, Joseph. Il y a eu un premier texte au mois d'avril, mais tout n'est pas terminé parce que il faut la formation et la qualification des équipages. Il faut savoir que c'est un avion, un gros porteur, donc qui est plus gros que les avions qui aujourd'hui interviennent, c'est-à-dire qu'il est moins manœuvrable. Et quand il faut manœuvrer à basse altitude et dans des zones compliquées, avec des vents compliqués, par exemple comme une zone montagneuse, c'est très difficile à manier. Et donc ça peut, voilà, si c'est arrivé en rase-motte en plaine, ça peut se faire, mais généralement les incendies sont rarement, les plus difficiles sont en
montagne. Et puis dans les moyens, oui, il y a des moyens affectés, mais quand on nous dit qu'on a 12 Canadair, l'AFP nous disait mardi soir qu'il y en avait que 8 qui étaient opérationnels. Donc on a un gros problème qui n'a pas été anticipé depuis des années. Je rappellerai que Gabriel Attal nous a fait la facétie en 2024 d'annuler 2 commandes de Canadair, sachant que les Canadair ne seront pas livrés les premiers avant 2028-2030. Bien, merci pour ce point important. Alors, le Tour de France va arriver dans un instant. On regarde, on est sur plusieurs fronts, on marque une petite respiration. Dans un instant, on fonce à l'Alpe d'Huez. Restez bien avec nous. 17h-20h, Frédéric Brindel. Vous vivez une émission particulièrement intense, évidemment, édition spéciale pour les feux de forêt. Nous y reviendrons, la Gironde, les Landes, etc. Nous avons nos 3 vraies voix avec qui nous débattons des gros sujets d'actualité. Rost est là, Geoffrey Vupéro aussi, Joseph Touvenel, qui vient de nous faire un tour de table magnifique sur le rôle de l'armée par rapport à ces feux de forêt. Et là, encore situation exceptionnelle, nous vivons l'arrivée de la 19e étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez. Sud Radio, le Mac du Tour. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Avec notre consultant Pascal Chanteur, également président du syndicat des coureurs cyclistes français. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Mais c'est une étape de folie où un Français peut encore gagner, on est d'accord? Comme tous les jours, Lenny Martinez est dans le final. Mais Pogačar est revenu dans les derniers kilomètres et ça va être un sprint ou alors Pogačar tentera de s'échapper. Oui, parce que les 21 virages de l'Alpe d'Huez, un monde incroyable, hein. Tout le monde s'est bien tenu, il n'y a pas eu de problème. Écoutez, il n'y a pas eu de problème, même s'il y a énormément de monde, vu qu'on va passer 2 fois aujourd'hui et demain. Bon, 14 coureurs étaient en tête au pied de l'Alpe d'Huez, parmi lesquels des Français, Bruno Armirail pour aider Sepp Kuss, l'Américain, et surtout Lenny Martinez qui est dans le top 10, qui pouvait gagner l'étape. Le seul problème, et nous entrons dans le final, c'est parti. Le seul problème, c'est que l'ogre maillot jaune Tadej Pogačar, qui n'a jamais gagné ici à l'Alpe d'Huez, où les plus grands se sont imposés, comme Bernard Hinault, comme Eddy Merckx, eh bien, Tadej Pogačar a attaqué. Il est revenu petit à petit sur ce trio avec Richard Carapace qui se bat tout au long de cette étape contre Valentin Paré-Peintre, notre Français qui porte le maillot blanc à pois rouge. Il est revenu sur Lenny Martinez, il est revenu sur Sepp Kuss, et là, Tadej Pogačar a lâché tout le monde dans la dernière petite montée, alors que Lenny Martinez se bat pour essayer de revenir sur le maillot jaune. Richard Carapace est en 3e position. Victoire de Tadej Pogačar qui assoit plus que jamais sa domination sur le Tour de France, qui gagne enfin à l'Alpe d'Huez. 2e place pour Lenny Martinez qui s'en veut, notre jeune Français qui va faire un rapproché encore au classement général. Il était 7e au général, il fait 2e juste devant Richard Carapace, l'équatorien, qui pendant les 3 premiers cols a été dominé par Valentin Paré-Peintre, qui a dominé Valentin Paré-Peintre dans la 4e ascension pour les points du meilleur grimpeur. Et là, Richard Carapace qui fait 3e et qui marque aussi des points. Il y a des luttes à tous les niveaux, Pascal Chanteur. Oui, bon, si on peut revenir sur l'arrivée, Lenny Martinez a fait une petite faute de rester dans la roue de Richard Carapace quand Pogačar a attaqué dans les derniers hectomètres. C'est ce qui lui vaut peut-être la victoire ce soir. Ah, vous pensez que si Lenny Martinez était resté dans la roue de Pogačar, c'était jouable? Peut-être qu'il aurait pu tenir la roue, parce que rappelez-vous, il y a à 5 km de l'arrivée, il est resté bien consciencieusement dans la roue de Pogačar, qui l'a ramené sur Carapace. Et vous savez, quand il y a un trou, quand il y a un coureur qui fait un trou devant vous, c'est difficile de réagir immédiatement. Et d'autant plus quand c'est Tadej Pogačar. Donc 4e place pour Sepp Kuss, hein. Les 3 gros échappés du jour qui ont donc vu passer la bombe Tadej Pogačar. Et là maintenant, Pascal Chanteur, c'est la lutte pour le podium. Remco Evenepoel, le champion olympique, s'est échappé. Il a lâché et Del Toro et Sexas. Et le problème, donc, c'est pour la 3e place pour le podium. Paul Sexas est en difficulté, le Français, Pascal Chanteur. Oui, tout à fait. Evenepoel a attaqué en premier, il a pris du large. Derrière, Del Toro a lâché aussi Paul Sexas. Et là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les images devant les yeux,
Là, Remco arrive et Del Toro ne va pas tarder derrière. Oui, et au dernier pointage, il y avait 10 secondes. On garde bien sûr l'antenne avec vous, Pascal Chanteur, jusqu'au passage de Paul Sexas. Donc, alors, anecdotique, Tobias Johannessen, qui faisait lui aussi partie du grand groupe d'échappés, vient de passer la ligne. Et donc, la suite des leaders. Quel écart, encore une fois, creusé par Tadej Pogačar sur ses suivants. Remco Evenepoel, plus que jamais, bien assis sur la deuxième place du podium du Tour de France. Le Belge qui passe ici avec donc quelques mètres d'avance sur Isaac Del Toro, le maillot blanc, le Mexicain, le coéquipier de Tadej Pogačar. Est-ce que Paul Sexas va revenir sur le maillot blanc? Est-ce que Paul Sexas va limiter la casse? Voilà, top pour Isaac Del Toro, et derrière Ayuso et Sexas, top. Voilà, bon, ça reste très serré. Tout est encore possible pour Paul Sexas pour aller chercher le podium. Merci Pascal Chanteur. On se retrouve tout à l'heure pour un point précis. Ça sera à 18h50. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Les vraies voix Sud Radio. Allez, on retrouve nos trois vraies voix pour le premier des grands débats de la soirée. Geoffrey Vupero, chef d'entreprise et chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français, qui est un média qui s'adresse notamment à la communauté asiatique de France. Et puis Joseph Touvenel, éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Capital Social. Rost, artiste et président du collectif Banlieue Active. Artiste, notamment rappeur, on connaît vos tubes. Messieurs, c'est parti pour la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. 7000 départs de feu ont déjà été recensés dès le début de la saison estivale selon le gouvernement. Le Var, les Pyrénées-Orientales, Fontainebleau, la Gironde, les Landes. La France brûle de plus en plus au fil des étés qui passent. 9 incendies sur 10 résultent d'une action humaine. La crainte, la colère, l'incrédulité nous obligent à imaginer le pire. D'où notre question du soir. #incendie. En période de risque, faut-il instaurer l'état d'urgence pour prévenir les feux de forêt? Parce qu'on en est à se poser cette question, Geoffrey Vupero. Rappelons ce qu'est l'état d'urgence, parce que ce n'est pas anodin. C'est un régime juridique exceptionnel. Qu'on peut déclarer s'il y a un péril grave, pour l'ordre public. C'est une question difficile, mais c'est une vraie question. Est-ce que dans certaines circonstances, il faudrait limiter les déplacements des gens ? En réalité, comme on a abordé tout à l'heure, je pense qu'une prévention suffisante serait une meilleure solution, parce que restreindre les libertés des gens, comme on a connu par le passé, je pense pas que ce soit une solution viable. Rost ? Mais je partage à 1000%, parce que comme vous le soulignez là, l'état d'urgence, c'est quand même... ça rappelle pas toujours des bons souvenirs, et on l'a vécu d'ailleurs à l'occasion du Covid notamment, pour la dernière fois. Sinon c'est en période de guerre souvent que quand il y a eu les attentats, c'était pareil. Donc ça renvoie quand même à énormément de choses. Donc faut être extrêmement vigilant sur la privation des libertés. Toutefois, il est fondamental, et on le rappelle, de faire de la prévention. En France, on ne se rend pas compte, mais on est toujours en train d'essayer de corriger, soit par la répression, soit on essaye de courir après les choses une fois qu'elles sont déjà là. Alors qu'on passe notre temps, et c'est le rôle d'ailleurs de beaucoup d'associatifs comme nous par exemple, on prévient les politiques en permanence. Attention, il faut agir, il faut prévenir, il faut éduquer les gens. Rendez-vous compte que c'était pendant le Covid que certains ont appris qu'il fallait se laver les mains. Bon. Oui, on est d'accord. Il faut faire ce travail en permanence. Geoffrey justement, sur ce sujet et les catastrophes naturelles, effectivement, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend parler de changement climatique, et finalement, on entend parler encore, on est en manque de matériel. Qu'est-ce qu'on a fait à part du politique? On aurait pu entrer dans la pratique et installer des systèmes de prévention, par exemple. Messieurs, je vais me faire l'avocat du diable et je vais lancer là-dessus un autre diable, Joseph Touvenel. Mais sur la prévention, je vais vous donner un petit cas de figure, je sais pas s'il m'écoute, mais bon, ça le fera sourire. J'ai dans ma
résidence un gardien, vous savez, et puis il a sa fille qui a son chéri, et son chéri fume, mais alors vraiment non-stop. Et 2-3 fois le soir, je le vois, il jette les mégots de cigarettes par terre. Qui est-ce qui les ramasse? C'est son beau-père, donc mon gardien. Vous comprenez? Donc si on en est, parce que moi je veux bien faire de la prévention, mais pour qu'un gars comprenne que s'il jette son mégot de cigarette, bien déjà quand ça concerne le père de sa chérie qui est obligé de les ramasser un par un, vous voyez où je veux dire où on en est? C'est plus de la prévention, ça s'appelle de l'éducation. Oui, exactement. D'abord, on balance pas son mégot. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on balance pas son mégot. Mais d'ailleurs, la meilleure des préventions commence par l'éducation. C'est l'éducation qu'on donne aux enfants dès le plus jeune âge, qui devrait se continuer le long de la scolarité. Et puis, moi, j'ai fait beaucoup de scoutisme. On faisait des feux en forêt, mais on nous apprenait à les faire. Absolument. On apprenait à protéger, et je n'ai jamais vu déclencher un incendie. C'est-à-dire que c'est aussi de l'éducation. Le milieu naturel se respecte. D'abord, on jette pas ces saloperies, pas plus un mégot qu'autre chose. Et si on allume un feu, on prend les précautions au préalable, et on n'allume pas de feu dans période de sécheresse comme aujourd'hui. Pour l'état d'urgence, moi je suis d'accord, l'état d'urgence c'est la privation des libertés essentielles. On ne déclenche pas n'importe quand et n'importe comment. Et on a vu sous le Covid les excès que ça amenait. Je rappelle ce couple qui se promenait sur une plage et qui était traqué par un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Donc non seulement ça nous coûte très cher, c'est ridicule, mais c'est une véritable atteinte aux libertés. Plus les petits papiers qu'il fallait remplir pour circuler, on a atteint une atteinte véritable à la liberté. Et je ne tiens pas à ce que ça se reproduise trop souvent. Alors, juste un rappel, par exemple, le commandant Jean-Marc Sicard, chef de poste de commandement des pompiers pour l'incendie du Var, alors, non, pardonnez-moi, je me suis trompé sur le choix du son, c'est Marc Vermeulen que je voulais écouter. Marc Vermeulen, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Gironde. Écoutez, il parle des pompiers. Si on a... dans l'objectif de prévention que vous soulignez avec beaucoup de talent, à prendre conscience de quelque chose, écoutez comment il décrit l'état dans lequel sont nos pompiers, donc Marc Vermeulen. 27 sapeurs-pompiers qui ont été pris en charge, 6 qui ont été transportés, 5 par rapport à une intoxication au monoxyde de carbone, et 1 suite à une explosion de bouteilles de gaz. Il a eu une fracture ouverte de la cheville. Je tiens à signaler qu'il s'agit d'un sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, et j'en profite pour remercier l'ensemble des sapeurs-pompiers de France qui viennent nous aider, et notamment les franciliens, mais également tous les autres. Nous n'avons pas eu connaissance, que ce soit les forces de l'ordre ou que ce soit les sapeurs-pompiers, de victimes potentielles dans les quelques 53 maisons que malheureusement nous avons à déplorer comme étant détruites. Voilà, je voulais que vous écoutiez ce son parce que il dit plein de choses. Il dit que tous les soldats du feu de toute la France sont là, qu'ils se blessent, qu'ils sont... Vous voyez, vous parliez de situation extrême. N'en est-elle pas une ? Bien sûr, mais on peut rappeler aussi Anthony Berthaum et Wilfried Schmitten, qui sont les 2 pompiers qui sont décédés dans leur véhicule. Mais c'est pas pour ça qu'il faut... D'ailleurs, sur ces territoires là où il y a les incendies, la gendarmerie empêche de passer. On régule, on évacue des populations. D'ailleurs, on évacue des populations, ce qui est très difficile. Là, on apprend, c'est des milliers de personnes qui sont évacuées et relogées. La preuve que ça ne nécessite pas l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est aussi la privation des libertés. C'est le contrôle, notamment, de ce que vous pouvez dire sur Sud Radio. Attention à ce qu'on veut faire. Par contre, qu'on prenne des décisions drastiques sur les territoires concernés, notamment pour la circulation des personnes et des véhicules, oui, c'est normal, c'est du bon sens. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs quand Fontainebleau s'est embrasé, par exemple, ils avaient coupé la A6 et les routes d'à côté, mais il faut continuer. Moi, je compte, les pompiers, les profs, les pompiers, les soignants sont des gens pour qui, moi, j'ai une admiration sans borne, parce que ce sont des gens souvent qui donnent plus que ce qu'ils devraient donner pour notre société et pour le bien-être de tous. Donc, saluer vraiment le travail qu'ils font actuellement et les encourager là-dedans. Bon, alors vous l'avez compris, on souhaite toujours faire cette question, alors qui se veut toujours un petit peu iconoclaste, aller puiser dans ces retranchements de la réflexion. #incendie en période de risque. Faut-il instaurer l'état d'urgence pour prévenir les feux de forêt ? Que disent nos auditeurs ? Déjà au 0826 300 300. Fiona de Nîmes. Bonsoir Fiona.
Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Merci de prendre le temps de nous donner votre sentiment, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de ressentis là, de colère, qu'on se dit mais est-ce qu'il faut pas marquer vraiment le coup? Qu'en pensez-vous? Malheureusement, je suis de votre avis. Je vous écoute depuis 5 minutes là au téléphone. Moi, je suis de Nîmes et j'ai déjà été évacuée par rapport à un incendie. Donc, à mon avis, instaurer l'état d'urgence en période de risque de feu de forêt peut être une solution. Alors, mais il faut prendre avec des pincettes ce que je dis, mais uniquement dans des situations exceptionnelles. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, si les conditions météorologiques sont extrêmes ou que le risque est très élevé, je pense qu'il est légitime, malheureusement, de prendre des mesures aussi drastiques par rapport à la population qu'on a. Dans le sens où il n'y a personne qui est responsable, jamais. Vous parliez du fils de... Oui, du gardien, voilà, le fils de mon gardien. Ouais. Voilà. À un moment donné, effectivement, c'est l'éducation qui manque. Vraiment. Bon, bref. Voilà, donc il faut la prévention, la sensibilisation du public, le renforcement des moyens de sécurité civile reste, selon moi, c'est une priorité. On peut pas demander à des soldats du feu d'aller au front et de pas leur donner les moyens. Enfin, je trouve ridicule actuellement le peu de bombardiers qu'on a. Oui, de moyens, effectivement. Voilà. Oui, Joseph nous l'a bien rappelé. Oui, Joseph. Mais en fait, il y a une confusion. Ce que vous dites, Fiona, est tout à fait exact et c'est aussi du bon sens dans les zones sensibles. Mais en fait, l'état d'urgence, c'est une définition juridique. L'état d'urgence, ça date de 2020. C'est un régime d'exception en cas de crise sanitaire. Ouais, voilà. Oui, mais on tourne autour quand même, Joseph. C'est pour ça. Bon, moi, mon rôle, c'est de vous provoquer, évidemment. On n'est pas dans une crise sanitaire. On est dans une crise, et d'ailleurs les préfets ont tous les moyens de prendre des mesures drastiques et des mesures d'urgence dans les territoires et dans les secteurs concernés, et ça c'est bien. Mais là tout à l'heure, d'ailleurs à 18h30, on fera un point très précis avec Quentin Barbaza qui interrogera Rémi André, notre monsieur météo, et Rémi nous annonce alors des orages secs, du vent tourbillonnant, et là franchement, toutes les conditions sont requises. Quentin Saunier, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, que disent les auditeurs de Sud Radio pour la question? Eh bien, ils répondent oui à 75%. Il faut instaurer l'état d'urgence pour prévenir les feux de forêt. On a beaucoup de commentaires avec ce sondage, mais qui vont plutôt à l'encontre du sondage. On a Gaëtan qui nous dit, quand on en vient à l'état d'urgence, c'est là qu'on constate que nous sommes devenus un pays pauvre. Et on a Lilou qui va dans son sens. Elle dit, avant l'état d'urgence, il faudrait déjà des Canadair. Oui, mais voilà, c'est cela, Geoffrey Vupero. Il y a quelque chose qui me dérange avec cet état d'urgence, c'est toujours cette fuite en avant vers plus de restrictions, Dans tous les domaines, en réalité, on avance vers une restriction de liberté, et c'est tout de même... Parce qu'il y a une peur, et c'est vrai que... Mais on ouvre une boîte de Pandore, là. Par exemple, les incendies, alors on sait qu'à 90%, c'est d'origine humaine. Mais la majorité des incendies sont liés à une activité qui est une activité liée au travail. Par exemple, Fontainebleau, l'incendie à côté de l'autoroute A6, c'est parce qu'ils travaillaient, et alors ils l'ont pas fait volontairement, mais qu'en faisant une soudure, il y a des étincelles, etc. Dans les Landes aussi, indirectement. Il faut avoir conscience, et le gros incendie qu'il y avait eu dans les Landes, je crois que c'est en 2022 de mémoire, ou 2020, je sais 2022. Plus. C'était parti d'un véhicule. C'était pas une activité, voilà. Et l'état d'urgence n'aurait rien changé. Bien. Bon, dossier très intéressant, évidemment. L'objectif, c'est de réfléchir. En tout cas, merci à tous pour vos réactions. Dans un instant, un de nos auditeurs, l'auditeur fil rouge du soir, va être justement challengé. Il devra être ministre de la Sécurité civile. On va l'écouter. À tout de suite. Les vraies voix de l'été, largement consacrées évidemment aux feux de forêt. Nous sommes en édition spéciale, mais nous continuons aussi nos débats. Et autour de la table, les trois vraies voix, Geoffrey Vupero, Joseph Touvenel et Rost, vont challenger notre auditrice fil rouge ce soir. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. J'adore cette rubrique. Jessica de Nantes. Bonsoir Jessica.
Bonsoir Frédéric, bonsoir les vraies voix de l'été. Bon, alors, vous savez que vous avez un triple challenge. Le premier, c'est d'être ministre et de nous donner vos 3 décisions. Ensuite, vous allez les challenger sur le blind test spécial tube de l'été. Et ensuite, vous serez avec nous dans notre débat sur la question du racisme en amont de Crépol. Voilà, alors... on vous écoute, Jessica. En plus, on vous a vraiment challengé parce que je vous ai inventé un ministère qui n'existe pas, celui de la sécurité civile. C'est ça. Alors, vos 3 points, allez-y. Alors, ma première proposition, ce serait de prévenir avant d'intervenir. En fait, je ferai de la prévention une priorité. Je développe les campagnes de sensibilisation, des exercices pour que chaque citoyen il sache comment réagir aux catastrophes naturelles, les accidents industriels ou les crises majeures, quoi. Et ça vous permet d'intervenir plus dur puisque vous avez prévenu avant, c'est ce que vous dites aussi. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je dis tous ceux qui nous disent encore de la prévention, vous savez, vous connaissez ce discours. Alors deuxième point. Alors, ce serait de moderniser les secours. J'investirais dans des équipements modernes et des technologies innovantes pour rendre les interventions plus rapides et plus efficaces. Alors là, vous avez l'assentiment de Joseph Touvenel, évidemment, qui milite pour ça. Oui, allez-y. Oui, donc je renforcerai aussi les moyens des services de secours pour qu'ils puissent répondre à tous les types de crises, quoi. Bon, et puis le 3e point. Et le 3e, ce serait de soutenir les acteurs du terrain. En fait, je mettrai l'accent sur les femmes et les hommes qui s'engagent chaque jour pour protéger les populations. Et je renforcerai les formations. Ce serait bien de valoriser le volontariat et d'améliorer les conditions d'engagement des sapeurs-pompiers, des secouristes, les bénévoles, tous ceux qui gèrent ça pour assurer une sécurité civile plus performante, quoi. Alors, Geoffrey Vupero, qui est pompier bénévole, d'ailleurs pompier volontaire, acquiesce également. Et moi, qui suis immergé dans le monde du sport, vous savez que le monde du sport aujourd'hui essaye justement de valoriser ce volontariat parce que oui, on peut. Bravo, chapeau. On est d'accord, messieurs autour de la table. Jessica, excellente dans ce rôle de ministre. Tout le monde dit oui. Alors on va voir maintenant parce que je crois que vous aimez bien les blind tests, Jessica. Oui, c'est ma deuxième passion après les ministères, oui. Très bien. Alors là, ils hochent moins la tête. Allez-y, le jeu de l'été, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Alors effectivement, autour de la table, vous avez un Geoffrey Vupero qui est pompier bénévole mais musicien. Pompier volontaire. Pompier volontaire, voilà. Vous avez Ross qui est quand même rappeur, auteur, etc., etc. Et vous avez Joseph Touvenel qui ne connaît que la musique militaire. Exactement. Spécialiste des chants parachutistes. Alors, avec qui voulez-vous faire équipe ? Allez, avec Ross. Avec Ross. Donc, ça, c'est facile. Ross. Ouais, mais moi, je suis nul en blind test. Eh ben, c'est très très bien parce que Jessica est forte et Geoffrey va falloir assurer parce que Joseph va essayer, mais ça va être difficile. Attention, vous nous donnez l'interprète de ce tube de l'été. C'est parti. Justin Timberlake. Bah oui, elle est tout de suite là, Jessica, forcément. Ouais. Mais bon, vous avez une voix jeune, Jessica. Il y aura des tubes un peu moins jeunes, et là, Joseph Touvenel. Il aura son moment. Attention, donnez-nous les interprètes. Est-ce que tu viens pour les vacances? David Vous pouvez jouer, Geoffrey, Joseph. Une autre fois peut-être. Non, pas une autre fois. Jessica et Rost. Rost, il est fier là. C'est 2-0. Voilà, le vainqueur est le premier arrivé à 5. On continue, 3e extrait. Nika. Oh, ça s'est joué à peu de choses. Geoffrey n'était pas loin. Oui, mais je pense que Jessica était devant. Ça, je vous l'accorde. Je veux bien essayer de mettre un peu de suspense, mais je pouvais rien faire. Même si j'étais moi-même arbitre de Paraguay-France, je peux rien faire. Alors, 4e extrait. Katy Perry. Oui, Katy Perry. Il y a un match parce que Geoffrey n'est pas loin, ça fait 4-0. Attention, mesdames et messieurs, balle de match. Trouvez l'interprète. Je suis dans un hectare proche de l'eau. Jane Birkin ? Non. Mais c'est une actrice. Et vous ne pouvez plus répondre, Jessica. Vous avez donné votre réponse. Alors, une actrice brune, très belle. Prénom Isabelle.
Adjani. Adjani, bonne réponse de Joseph. C'est pour les vieux. Il a été caché. 4-1, ce n'est pas encore gagné, mais là, attention, ça va être très facile et je pense que Jessica va pouvoir faire très vite, donc faut faire très vite en face. Qui chante ça? Lio. Lio. On applaudit tous Jessica. Bravo. Bon, Jessica, excellente ministre, imbattable au blind test. On va voir ce que ça donne tout à l'heure au débat. Tiens, je sais qu'on est en retard, mais vous l'aviez la prochaine? Écoutez, Jessica. Pour aller danser le jet. Thierry Hazard. Thierry Hazard. Est-ce que vous aviez aussi celle-ci? Corneille. Oui, et enfin celle-là. J'étais sur la route. Gérard Boudelval. Oh là là là. Franchement, C'est impressionnant. Félicitations, Moi j'attendais Luis Mariano. Allez, dans un instant, les infos. À tout de suite. Pour jouer, parce que vous nous faites un beau cadeau là tout au long de cette semaine, vous offrez avec Sud Radio votre cours de météo grâce à la méthode meteoria.earth. Vous nous rappelez le principe ? Alors le principe est toujours le même, c'est-à-dire que il faut comprendre ce qu'il se passe autour de soi. Eh bien, cet été ou cette année, on l'a bien vu, hein, si on comprend ce qui se passe dans le ciel, si on sait reconnaître les nuages, si on sait comprendre ce qu'est la pression et la température, eh bien à ce moment-là, on peut arriver à savoir ce qui se passe vraiment autour de soi. Et lorsqu'on prend son téléphone, mais on ne prend pas juste, on n'est pas bête devant un téléphone qui nous dit il va faire tel degré et tant de vent. En fait, on peut s'intégrer soi-même à son propre environnement météorologique. Très intéressant. Alors pour gagner ce moment privilégié, vous envoyez par SMS. Alors notez le numéro du SMS 7 20 18. 7 20 18. Sur le SMS, vous écrivez Sud, S-U-D. Et il y aura un tirage au sort. Et le vainqueur aura ce moment super sympa avec notre super sympa Rémi André. Rémi, on se retrouve tout à l'heure à 18h35 aussi. On fait un point très 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 précis sur les phénomènes météorologiques qui touchent actuellement et les Landes et la Gironde. Merci Rémi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été, suite de notre édition spéciale consacrée aux feux de forêt en Gironde et dans les Landes. Dans un instant également le grand débat consacré au procès des meurtriers de Thomas à Crépol et la circonstance aggravante de racisme retenue contre les accusés. Autour de la table avec nous, nous les présentons, nos vraies voix. C'est parti. Geoffrey Vupero, chef d'entreprise et chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français. On rappelle ce que c'est Rooftop Français ? Oui, une émission qui s'adresse à tous les Français, mais tenue par 3 Asiatiques, Français d'origine asiatique. Très bien. Joseph Touvenel, éditorialiste politique et vice-président du Centre européen des travailleurs. Et oui, 70 organisations dans 30 pays d'Europe, ça commence à peser. Et oui, et toujours au combat syndical. Combien d'années de syndicalisme ? Oh là, depuis 1981. Ah oui, vous êtes arrivé avec Mitterrand. Absolument. Voilà. Et puis Rost, rappeur et président du collectif Banlieue Active. L'actualité de notre rappeur, auteur, cinéaste, c'est quoi ? Ah bah tiens, on va lui mettre le micro. Allez, allons-y, Rost. Non, ouais. Mais il veut me boycotter, mais c'est pas grave. Il ne vous aime pas. Non, je pense que c'est le blind test qui l'a un peu dégoûté. Une victoire trop facile. Donc l'actualité, c'est quoi ? Il y a des projets en cours. Là, je viens de terminer un projet sur le protoxyde d'azote. Donc, on démarre une campagne de prévention à partir de la rentrée, donc en collaboration avec la région Île-de-France. Et ensuite, j'ai toujours dans une réécriture sur mon long métrage où on est en discussion avec une boîte de production et donc on va partir en quête d'un distributeur. Donc voilà, ça bosse. Merci. Allez, c'est parti. Ouvrons. Et c'était mon collègue au Conseil économique et social. Joseph. Quelle équipe. Nous avons siégé ensemble. Voilà, messieurs, la récréation est terminée. Entrons dans le vif du sujet. Les vraies voix Sud Radio. Situation apocalyptique en Gironde, autour du bassin d'Arcachon dans les Landes, à proximité de Biscarrosse et puis également dans le Var. Nous allons faire le point. Les feux XXL ne sont toujours pas fixés. Les évacuations se poursuivent. Le cauchemar semble interminable pour les populations locales. Je voulais faire le point avec Thierry Lafont, qui est ostréiculteur à Gujan-Mestras, donc autour du bassin d'Arcachon. Bonsoir Thierry Lafont.
Bonsoir. Bon, j'aimerais que vous nous parliez de cette grande chaîne de solidarité aussi autour du bassin, parce que vous, en tant qu'ostréiculteur, vous êtes évidemment potentiellement intervenant. Les bateaux font aujourd'hui un travail énorme pour évacuer les gens. Effectivement, la presqu'île se retrouve enclavée, donc les moyens nautiques sont indispensables pour évacuer les gens. Bon, pour l'instant, les bateaux ostréicoles sont des navires de charge pas les plus adaptés au transport de passagers, n'ont pas été mobilisés. On est juste sur la réserve. Donc c'est plutôt des navires à passagers qui ont été utilisés. Autrement, ce qu'on peut dire au niveau de la solidarité, en tant que gens de mer, la notion de devoir d'assistance est ancrée dans notre ADN. Évidemment, évidemment. Donc vous, en fait, vous vous tenez prêt, c'est-à-dire que vous et vos confrères ostréiculteurs, vous savez qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir une urgence. C'est ça l'idée? Mais l'idée, c'est ça. On a des moyens. Si nos moyens peuvent servir, si on peut aider, on se tient à disposition. Bon, juste un mot. Comment ça se passe, vous, depuis Gujan-Mestras? Est-ce que vous êtes directement touché? Est-ce que, de mémoire d'ostréiculteur, vous aviez déjà vu un feu comme ça? Alors, on est, si on peut dire, entre deux feux, entre le nord et le sud à Biscarrosse. Des feux comme ça, là, ça prend des proportions dantesques. Ce qu'on peut dire, c'est que même si l'émotion est intense et palpable, c'est quand même une colère froide qui gronde. 2022, c'est un épisode suffisamment récent pour être encore bien dans les mémoires. Ça fait suffisamment longtemps pour avoir eu le temps d'agir. Et malheureusement, on constate l'irresponsabilité, l'inconséquence, que ce soit aussi bien au niveau de nos collectivités locales qu'au niveau de l'État, sur l'absence de moyens. Je vous invite à interpeller nos édiles sur la mise en place des PPRIF, qui sont les plans de prévention de risque incendie de forêt. Effectivement, oui, oui. Ça fait des décennies, depuis une injonction de l'État qui date de 2002. Il n'y en a que 3 sur le bassin. Ouais, effectivement. Donc, entre ça et on a vu l'inconséquence et l'irresponsabilité des gouvernements successifs pour doter en moyens de lutte contre l'incendie. Il me semble que protéger un pays, c'est d'abord se donner les moyens qu'il ne brûle pas. Ouais, on vous sent très ému, Thierry. Effectivement, je rappelle, vous êtes ostréiculteur à Gujan-Mestras. Vous êtes mobilisé, vous faites partie de cette grande chaîne humaine et aussi de ces gens qui depuis plusieurs heures maintenant pleurent leur région, pleurent leur forêt. Et écoutez, merci beaucoup, Thierry. Je veux pas abuser de votre émotion. Merci pour ce témoignage important. Justement, écoutons Sophie Brocas, la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. Elle explique que 53 maisons ont brûlé. Écoutez ce bilan. Je voudrais saluer les habitants parce que partir en pleine nuit, partir en urgence, c'est difficile, ça fait peur, c'est traumatisant, c'est d'autant plus traumatisant qu'un certain nombre de maisons ont été détruites, 53 pour être tout à fait exact. Il y a aussi un camping qui a été détruit par ce feu. Mais je voudrais souligner que si 53 maisons ont été détruites et que c'est un drame pour les propriétaires, qui nous accompagneront avec les assurances, eh bien, c'est aussi 2000 maisons qui ont été sauvées grâce au travail extrêmement précis et déterminé des sapeurs-pompiers. Voilà, Madame la préfète parle de ces réfugiés, notamment de ces personnes qui ont été en pleine nuit réveillées. Eh bien, c'est le cas de Faustine. Faustine, vacancière au Cap Ferret, évacuée la nuit dernière. Quentin Barbaza de l'équipe de Sud Radio l'a joint tout à l'heure. Elle était très émue. Elle ne se sentait pas d'intervenir en direct. Alors, Quentin lui a proposé d'enregistrer cet échange, le récit de la nuit passée. Faustine. Concrètement, je sais que vous avez été évacué au Cap Ferret. Comment ça s'est passé la nuit dernière pour vous? On savait a priori qu'on allait être évacué dans les prochains jours, donc on avait à peu près tous fait nos sacs et nos valises pour se préparer à évacuer. Et vers 3 heures du matin,
les grands tickets ont eu un message pour l'évacuation sur leur téléphone. Donc nous, c'est des amis qui nous ont appelés pour nous prévenir. On est basé à l'herbe, donc on n'a pas eu l'alerte directement sur nos téléphones. Et donc on a pris nos affaires, fermé la maison et nous sommes partis en vitesse. Et comment s'est passée cette évacuation? Du coup, c'était par bateau? Comment ça s'est passé? Non, nous, on avait des voitures, donc on a pu tous partir en voiture directement par la route, comme c'était demandé par les autorités. Et je suppose qu'il y avait comme une vive inquiétude de votre part et de votre famille? Oui, moi j'étais avec ma grande sœur et mes parents étaient à Bordeaux, donc il y a eu pas mal d'inquiétudes de leur côté, mais c'était plutôt bien encadré. On savait ce qu'il fallait faire, il suffisait de suivre les autres voitures et c'était assez simple. Et maintenant, actuellement, décrivez-moi un peu la situation autour de vous. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous vivez? Là, je suis rentrée chez mes parents à Bordeaux et on est assez inquiets parce que le feu s'est propagé à grande vitesse cette nuit. Et a priori, ça serait que du matériel si toute la presqu'île est bien évacuée. Mais oui, on est assez inquiets de perdre notre maison ou que la presqu'île prenne feu et que tout parte en fumée. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça qu'on doit évacuer en rapidité? On prend quoi? On pense à quoi en premier? Alors honnêtement, sachant qu'on est parti en voiture et que moi j'étais censée être là que pour une semaine, j'avais un petit sac, mais ma sœur qui était là pendant 2 mois a dû prendre seulement un sac pour partir au plus vite et on a laissé le frigo plein dans notre maison. On sait que tout ça a priori en espérant qu'on puisse le retrouver et avoir simplement à le jeter, mais il faut prendre le nécessaire pour partir le plus vite. Et donc là, vous espérez quoi maintenant dans les heures qui arrivent? Espérez, je suppose, retrouver votre maison en bonne forme et que vous pouvez récupérer des affaires. Est-ce que vous avez des échanges un peu avec des gens sur place encore qui peuvent vous tenir au courant des avancées de ce feu qui ravage un peu toute la zone? Alors normalement, il y a plus personne de présent sur la presqu'île, donc on n'est pas tant que ça informé. On a les images satellites et on a un numéro à appeler en cas en besoin d'informations. Le gouvernement nous a donné un numéro à appeler. Vous pouvez le rappeler pour les auditeurs? C'est le 09 70 80 90 40. Très bien. Donc c'est pour demander des informations sur l'avancée des dégâts. Très bien. Et donc vous là maintenant, les prochains jours, ça s'apparente à quoi? Ça va être quoi votre programme là, ce soir, cette nuit, la nuit prochaine et les prochains jours? Honnêtement, on va s'assurer de l'avancée des feux et puis en espérant que ça s'apaise et qu'on puisse vite retourner dans notre maison pour vérifier les dégâts et en espérant qu'il n'y en ait pas trop. Merci à vous, Faustine. Je vous souhaite un bon courage et une bonne après-midi. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Faustine, donc évacuée la nuit dernière, vacancière au Cap Ferret, et donc qui était à Bordeaux. Et d'ailleurs, c'est très important aussi de savoir que beaucoup de vacanciers sont évacués et qu'il n'y a pas beaucoup de routes justement pour quitter le Cap Ferret. Et bien sûr, il y a danger, d'où les solutions sur l'eau. Je voulais juste aussi, avant de retrouver nos vraies voix pour le grand débat du soir, évoquer les Landes, zone de feu située entre les lacs de Biscarrosse et de Sanguinet. Le feu est parti hier à la mi-journée. Un auditeur de Sud Radio nous avait d'ailleurs rappelé pour Loïc, pour nous en informer. Vous aviez été les premiers informés suite à l'embrasement d'un fourgon. Gilles Chavreul, qui est le préfet des Landes, parle des évacuations en cours aux alentours de Parentis en Borne, proche de Biscarrosse. Il y a un escadron de gendarmerie mobile qui va frapper aux portes. Alors, il y a eu bien sûr des messages qui ont été passés. On avait demandé à la population de se tenir prête. Donc là, l'évacuation est en cours. Plusieurs communes à proximité de Parentis ont offert leurs services, des capacités d'hébergement pour celles et ceux des Parentissois qui en auraient besoin. Les gendarmes ne sont pas allés partout. Ils ne sont pas allés dans les zones de feu considérées comme trop dangereuses. Il ne fallait pas gêner le travail des pompiers. Donc on aura probablement un bilan, je l'espère, quand on aura stabilisé le front sur Biscarrosse, que toutes les parties habitées auront été mises en sécurité. Là, on pourra vraiment savoir ce qu'il en est.
Voilà pour la situation cette fois-ci dans les Landes. Et puis tout à l'heure, donc Faustine nous donnait ce numéro d'urgence que les pompiers ont donné aux réfugiés sur place. Je vous le rappelle, si vous avez été évacué justement, il y a ce numéro de téléphone d'urgence pour avoir les informations et les besoins. 09 70 80 90 40, 09 70 80 90 40. Voilà, ça c'est pour les gens qui ont été évacués. C'est le numéro qu'a reçu Faustine tout à l'heure. Elle nous le disait. Voilà ce qu'il fallait dire. Alors nous allons revenir tout à l'heure à 18h35. On fera le point aussi sur la situation dans le Var. On essaiera de comprendre ce qui se passera demain, puisque des phénomènes météorologiques très défavorables sont en train de se présenter. Dans un instant, nous retrouvons nos 3 vraies voix avec ce débat en toile de fond Crépol et le meurtre du jeune Thomas. Le racisme est-il une cause de violence dans la société française? On en parle à tout de suite. C'est parti pour le grand débat de Sud Radio consacré à Crépol. Le racisme est-il une cause de violence dans la société française? Pour en parler avec nous, Geoffrey Vuperot, chef d'entreprise. Et je le précise, puisqu'on parle de racisme qui, rappelons-le, est un délit. Geoffrey Vuperot, qui a des origines asiatiques. Nous avons Joseph Touvenel, éditorialiste politique, vice-président du Centre européen des travailleurs, qui a des origines européennes. Et nous de Lorraine. Et nous avons Rost, rappeur et président du collectif Banlieue Active, qui a des origines africaines. Et je tenais à le préciser, puisque autour de la table, nous sommes tous finalement concernés d'une manière différente. La circonstance aggravante de racisme retenue par les juges d'instruction à l'encontre des meurtriers présumés du jeune rugbyman de 16 ans Thomas lors d'une soirée à Crépol dans la Drôme en novembre 2023 a donc été retenue. Nous ouvrons le débat. Hashtag Crépol, le racisme est-il une cause de violence dans la société française? Vous réagissez au 0826 300 300 et vous donnez votre avis sur cette question sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. J'aurais précisé qu'en juillet 2026, donc là, cette année, alors que le drame a eu lieu en 2023, la juge d'instruction retient donc la circonstance aggravante dont je vous ai parlé en raison de l'appartenance des propos des agresseurs concernant la race blanche et la nation française de la victime, Thomas. Et donc le procès est attendu en 2027. Pour en parler avec nous, notre auditrice fil rouge aussi, Jessica de Nantes, qui tout à l'heure a été brillante et elle le sera évidemment dans ce débat. Et vous avez été tellement brillante que j'aimerais commencer par vous, justement. Comment vous percevez ce racisme? J'ai l'impression, moi je suis d'une époque où on a connu effectivement le racisme, et aujourd'hui les termes peu élogieux, les termes provocateurs se sont peut-être taris, mais visiblement il y a toujours ce racisme. Vous le sentez, Jessica, ou pas? Oui, moi je le sens toujours dans la société. J'ai l'impression que c'est même de pire en pire. Enfin, c'est vraiment mon ressenti, quoi. Mais il y a ça, mais il faut pas que ce soit l'unique explication, quoi. Il y a des agressions qui sont motivées par la haine de l'autre, les origines, la religion, couleur de peau, etc. Mais et ça, évidemment, ça doit être, pour moi, ça doit vraiment être condamné avec la plus grande fermeté. Donc là, pour moi, c'est pas innocent aussi qu'ils aient gardé cette circonstance aggravante. C'est très, très important. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu que ça, quoi. Autour de la table, alors vous restez bien sûr avec nous, Jessica. Oui, Rost, je commence par vous. Donc je le rappelle, vous êtes président du collectif Banlieue Active. Les banlieues sont souvent stigmatisées et les propos racistes vont à l'encontre des banlieues. Là, dans ce drame à Crépol, et il y a aussi en fait dans l'autre sens, c'est-à-dire des propos racistes contre des blancs. J'appelle un chat un chat, ce qui montre bien que le racisme, c'est pas les uns contre certains autres, ça peut être tout le monde contre tout le monde. J'ai pour habitude, pardonnez-moi, je vais être un peu trivial, mais de dire que un con est un con. Voilà. Et un con n'a pas de couleur. Quelles que soient ses origines, sa religion, etc. Quand t'es con, t'es con. Voilà, tout simplement. Donc il y a déjà ça, mais vous avez aussi, on a une société qui s'est durcie, qui est devenue
je vais pas dire plus violente qu'avant, parce que les études montrent que on recule sur par exemple, les meurtres, etc. Les chiffres sont plutôt en baisse, plutôt que l'inverse. À l'époque des blousons noirs et tout ça, il y avait une violence qui était extrême, et c'était pas les Noirs et les Arabes des banlieues qui étaient là-dedans. Donc, je veux dire, de tout temps, il y a toujours eu cette violence, elle a toujours été présente. Mais sur ce même plateau, j'avais dénoncé, et je ne les citerai pas parce que j'ai compris qu'il fallait pas les citer, mais j'avais dénoncé certaines chaînes qui ont fait de leur business, justement, cette haine entre les uns et les autres, opposer les gens de par leur couleur, de par leur religion, parce que c'est par ça qu'on les qualifie d'abord avant de qualifier l'être humain qu'il y a derrière. Et ces chaînes-là sont responsables de ce qui est en train, cette fracture, la violence. J'en parle en plus avec beaucoup d'émotion parce qu'ils ne se rendent pas compte. Eux, ils sont dans leur bureau, dans leur studio, ici, et dans leur tour d'ivoire, dans le 8e et dans le 7e arrondissement. Mais par contre, c'est le peuple, ce sont les populations qui subissent. Des gens qui sont déjà fragilisés par la vie et qui se retrouvent à se détester alors qu'ils vivent les mêmes choses. Ils vivent les mêmes galères. Et ils finissent par se détester parce que ces gens-là sont en permanence en train de les opposer. Nous avons un devoir, nous, de continuer à éduquer les uns les autres, à leur apprendre. On est de la génération qui en a rien à faire de ta couleur, de ta religion. Moi, j'ai grandi à Belleville, et Belleville, c'est le carrefour du monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, mais c'est quoi finalement ces tensions racistes Joseph Touvenel. Alors moi, ce qui m'a frappé dans l'affaire de Crépol et le meurtre de Thomas, c'est l'aveuglement idéologique qui, à certains, a fait nier le réel. Oui, il y a eu de nombreux témoignages concordants qui disent sale blanc a été provoqué, donc c'est du racisme. Et je n'ai pas compris pourquoi on refusait cela. Alors qu'en fait, le mythe de la race supérieure, moi j'y crois pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens d'une couleur différente qui seraient supérieurs aux autres et qui n'auraient aucun geste de racisme. C'est pas vrai. La connerie, comme ça vient d'être dit, elle a pas de couleur. Le racisme en lui-même, c'est une violence. Et pourtant, j'ai une certaine fierté d'être français parce que je me rappelle ce que disaient tous ces Américains, noirs américains, qui nous ont amené le jazz. Sidney Bechet, Ray Charles, qui disaient, mais en France, qu'est-ce qu'on est bien, c'est pour ça qu'on vient en France, c'est pour ça qu'on vient jouer, parce qu'il n'y a pas la ségrégation raciale. Eh bien, ce qu'on commence à voir arriver aujourd'hui, c'est une sorte de ségrégation, et certains rentrent eux-mêmes dans la ségrégation. C'est réactivé, c'est un petit peu ce que disait communautaire. On est dans une période où ça se réactive. Le renfermement communautaire, c'est très 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 négatif. Ça ne veut pas dire que quand j'appartiens à une communauté avec une culture, je vais abandonner toute ma culture, non. Moi, je suis d'origine lorraine, il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des machins. On peut garder sa culture, mais c'est pas un rejet de l'autre, et ce n'est surtout pas dire l'autre est inférieur parce qu'il est différent. On marque une petite respiration, on revient, le débat se poursuit. #Crépol, le racisme est-il une cause de violence dans la société française? Vous donnez votre avis, vous intervenez, comme Jessica de Nantes, au 0826 300 300. Frédéric Brindel. La circonstance aggravante de racisme retenue par les juges d'instruction à l'encontre des meurtriers présumés du rugbyman de 16 ans Thomas Perrotto, c'était en 2023 à Crépol dans la Drôme. La question que nous vous posons, #Crépol, le racisme est-il une cause de violence dans la société française? Nous en parlons avec notre auditrice fil rouge, Jessica de Nantes, Rost, notre vraie voix, Joseph Touvenel, également notre vraie voix qui note, oui, un retour du racisme, effectivement. Geoffrey Vupero, on n'en a pas encore parlé, et donc c'est à vous. Ce racisme, est-ce que vous le sentez? Je le rappelle, vous êtes d'origine asiatique et vous êtes breton. Alors le micro, voilà. Oui, mi-breton, d'origine asiatique. Mon père était chinois. Évidemment, je vais faire consensus en disant que le racisme n'a pas de couleur. On est évidemment d'accord là-dessus. On est évidemment d'accord sur le fait que le racisme est tout à fait condamnable. C'est un délit. Cependant, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a gêné quand même, c'est que il y a effectivement une fracture de la société, il y a effectivement une aggravation de l'insécurité, on peut pas le nier, c'est quand même, ça se vit, il y avait pas des émeutes comme on les connaît récemment, il y a 30 ans, il y a 40 ans, la France a changé, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire, et il y a vraiment une fracture. C'est-à-dire que quand on parle de juste dire qu'il y a des gens qui en parlent et qui utilisent ça pour gagner leur pain, ça s'arrête pas là. Il y a une fracture de la société entre, d'un côté, il y a les mondialisés, peut-être, d'un autre côté, il y aurait les plus locaux. Et puis, effectivement,
il y a aussi une immigration qui est arrivée en très très grande quantité les dernières années. Malgré eux, à leurs dépens, qu'on soit bien d'accord, je pense qu'ils sont les premières victimes de ce déracinement. J'en suis un exemple. C'est toujours difficile de prendre une place dans une société qui n'a pas les mêmes identités que son histoire. C'est très compliqué, c'est un travail à faire. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec, malgré eux encore une fois aussi, des sociétés communautarisées dans des quartiers qui finalement imposent leur façon de vivre à des Français qui sont là depuis un millénaire et qui peut-être auraient souhaité continuer à vivre dans ce style. Alors nous avons notre auditrice fil rouge, Jessica, qui est à Nantes. Nantes a été beaucoup montrée du doigt pour ses problèmes. Vous sentez par rapport à ce que vient de dire Geoffrey, est-ce que vous allez dans ce sens, Jessica ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que moi j'ai vu Nantes évoluer aussi au fur et à mesure des années, et je trouve que c'est une ville qui est de moins en moins sécuritaire, pas que à cause du racisme, hein, mais ça en fait partie. Et c'est une ville où je me sens plus en sécurité du tout. Ouais. Communautarisme, le mot est lancé. Oui. Vous le sentez ? Oui, je le sens aussi, effectivement. Je voudrais répondre sur ce sujet, sur le mot du communautarisme. Désolé. Communautarisme. Geoffrey, après Rost. Oui. Le communautarisme n'a pas non plus de couleur, en fait. Et là, c'est un point très important que je veux mettre en place, c'est que à partir du moment où on est en nombre suffisant dans un endroit, on finit par s'assembler en personnes qui se ressemblent et culturellement également. Et je dis ça en parlant pour les Asiatiques de la même façon. Et ça marche de la même façon pour tout le monde. Et en réalité, je vais vous dire même, les Français que j'ai connus, j'ai vécu à l'étranger longtemps, qui vont à l'étranger et qui se retrouvent entre expats, prendre leur vin et leur camembert, ça existe et c'est normal et ça se comprend très bien. Le problème, c'est la quantité d'étrangers sur un territoire. On peut pas accepter sur le territoire français des centaines de milliers de nouveaux arrivants qui viennent avec une culture complètement différente. Rost ? Non, mais en fait, je pense que justement, je voulais parler de cette dimension. Déjà, quand les Français migrent vers d'autres pays, on parle d'expatriés. Et quand ce sont les autres qui vont dans les autres pays, on parle d'immigrés. C'est très différent. Ce sont aussi des immigrés. Donc, pour moi, ce sont aussi des immigrés. Expatriés, et quand moi qui voyage beaucoup, je vois très bien. Quand vous allez aux États-Unis, la communauté française, elle vit beaucoup entre elles. Quand je vais au Togo, je vois la communauté française, elle vit entre elles. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne vivent pas avec les autres. Donc la question du communautarisme, il faut faire très attention. Mais ici, ce qui se passe, et je vous en parle parce que c'est des phénomènes qu'on étudie depuis très longtemps, depuis la révolte de 2005 par exemple, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Qu'est-ce qui pousse à un moment donné certaines personnes à se replier sur eux et revendiquer leur identité? Il y a énormément de jeunes qui vous disent une chose. Moi, quand j'allume ma télé et que tout le temps me renvoie aux origines de mes parents, je suis français. Vous savez, à l'époque, nous, quand on a fait la campagne, notre campagne... c'est lunaire, c'est lunaire. Quand on a fait notre campagne, c'était marqué « Cette France, c'est aussi la nôtre ». Pourquoi ? Mais c'est aussi l'histoire de... Il y a combien de part de leur identité. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la pousse. Exactement. Bah oui, il y a tous ceux qui se reconnaissent. Joseph Touvenel. Quand on voit la montée de l'antisémitisme, moi j'habite à quelques centaines de mètres d'une école juive. Bon, j'ai vu en quelques années l'école se transformer. Les murs montés, les barbelés arrivés, les caméras, les plaques de l'école, on peut même plus savoir que c'est une école, etc. C'est-à-dire qu'il y a une pression dans le 94, et c'est pas le seul département de France, qui n'existait pas avant. Et on a un problème avec l'islamisme. L'islamisme qui a la haine de nos sociétés et la haine des autres. Et ça, c'est, si on ne veut pas reconnaître ça, et qu'on ne voit pas que l'islamisme est en train de monter dans un certain nombre de zones, et pas de façon marginale, on n'a rien compris à ce qui se passe. Oui, oui, alors rapidement, oui, alors, il faut vraiment faire la différence entre immigré et expatrié. C'est pas la même chose. Un expatrié, c'est quelqu'un qui va travailler. Okay, ici en France, on reçoit des gens qui ne travaillent pas dans la plupart des cas. Okay, non, pas dans la plupart. Au moins la moitié des étrangers qui sont ici ne travaillent pas. C'est insupportable ce genre de discours. Non, un expatrié et un immigré, c'est pas tout à fait la même chose. Un expatrié est un immigré, mais un immigré n'est pas un expatrié. Il faut pas tout mélanger. Attention. Le taux des étrangers qui sont sans emploi est supérieur au taux des Français. D'accord. Pardon ? Par rapport au nombre d'étrangers sur notre sol, le nombre qui sont sans emploi
Mais Et d'où vous sortez ces chiffres-là? Ah ben c'est des chiffres officiels. Eh ben moi c'est pas les chiffres que j'ai alors. Hein. C'est les chiffres de CNews alors. Non, c'est probablement ça. Non, mais c'est pas d'accord, c'est CNews. S'il vous plaît, on ne vous entend plus. S'il vous plaît, il faut regarder les causes, mais on ne peut pas nier le réel. C'est les friches ce sont les chiffres de France Travail. S'il vous plaît. C'est justement cette stigmatisation, elle est insupportable. S'il vous plaît, stop. Il est quand même logique. S'il vous plaît, messieurs, sinon on n'y arrive pas. C'est-à-dire que là, si on continue comme ça, les auditeurs de Sud Radio, ils zappent. Donc on peut essayer, mais on n'y arrivera pas. Restez. Donc effectivement, attention à la stigmatisation. C'est pas parce que non, je termine. C'est pas parce qu'on est étranger qu'on travaille pas. Quelqu'un qui ne parle pas la langue va trouver plus difficilement un emploi que quelqu'un qui parle la langue. Et généralement, c'est les étrangers. Faut pas généraliser. D'où l'importance de l'intégration. Exactement. Et c'est pas stigmatisé que de le dire. Voix, c'était très intéressant de vous avoir. Quelle est la réponse donnée à la question, cher Quentin Saunier, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, #Crépol, le racisme est-il une cause de violence dans la société française? Oui, à 88%. Donc là, comme ça, c'est clair. Donc tout le monde était d'accord. Là, pour le coup, on est d'accord. On sent tous le racisme. Voilà. Après, il y a les causes et effets. Deux, trois petits commentaires rapidement. Deux petits commentaires. On a Agnès qui nous dit la France n'est pas raciste. Le racisme est instrumentalisé à des fins politiques. Et on a Patrick qui nous dit malheureusement beaucoup de ces violences ne sont vues que comme des faits divers. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On marque une petite respiration, Maxime? Allez, on y va tout de suite. On passe à l'info en plus avec Quentin Barbaza. Les vraies voix Sud Radio. Quentin Barbaza, suite de notre édition spéciale consacrée aux feux de forêt en Gironde, dans les Landes et dans le Var. Oui, effectivement, Frédéric, des incendies qui avancent toujours à une vitesse folle. Les derniers chiffres notés par Laurent Nunez aujourd'hui, c'était 12 500 hectares brûlés au niveau de Somos en Gironde, ou même 2600 dans les Landes. Alors, on va essayer de comprendre un peu pourquoi le feu se propage à une vitesse aussi folle, et pour nous éclairer notamment sur ces orages secs, ces tornades de feu, ou alors ces vents qui tournent et qui rendent la tâche des pompiers difficile. On va accueillir Rémi André, qui est notre spécialiste météo sur Sud Radio. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Rémi, allons-y. Vous revenez, on en parlait tout à l'heure. On commence peut-être, Quentin, par cette notion d'orage sec. Oui, exactement. Ouais. C'est ce que disaient beaucoup de personnes sur place, que la situation ne s'améliore pas à cause des orages secs. Alors qu'est-ce que c'est, Rémi, vraiment un orage qu'on dit sec? Alors écoutez, ce soir nous avons de l'instabilité dans le sud-ouest. Cette instabilité va se traduire effectivement par des orages qui vont débuter sur le relief pyrénéen. En fait, ces orages sont liés à une goutte froide, en fait une dépression qui se trouve actuellement sur le golfe de Gascogne et qui fait entrer sur l'ouest du pays de l'air un petit peu plus frais. Et bien cet air frais vient au contact de l'air chaud que l'on a aujourd'hui, puisqu'on a dépassé les 38 à 39 degrés sur une bonne partie de Midi-Pyrénées par exemple. Et bien c'est le conflit que l'on a entre ces deux masses d'air peut générer des averses et des orages. Sauf que nous avons de l'air qui est sec. Eh bien, avec cet air sec, nous avons donc les orages qui peuvent se former. Vous allez avoir des éclairs, vous allez avoir de fortes rafales de vent, mais les précipitations n'atteignent pas le sol parce que l'air est trop sec. Et c'est ça que l'on appelle un orage, qui est doublement pénalisant pour les incendies, car nous avons donc des éclairs qui, eux, peuvent atteindre le sol. Et puis, nous avons également donc du vent qui, lui, peut se renforcer jusqu'à 60-70 km/h. Et là, pour le vent, la tendance n'est pas bonne. Ben non, puisque justement à cause d'une part ça bascule, maintenant il est en train de tourner à l'ouest-nord-ouest, ça bascule par rapport au vent de secteur est dans la journée, va modifier la structure des feux et fait que les pompiers qui eux l'attaquaient d'un côté sont obligés parfois de changer de côté pour attaquer un feu qui lui est en train de tourner. Et est-ce que s'il y a donc, on est d'accord, orage sec, ça veut dire pas d'eau, donc mais quand même foudre. Est-ce que la foudre peut réallumer un feu? Alors oui, c'est ce que je vous disais, nous avons donc les éclairs et le vent, c'est-à-dire double pénalité. Il peut y avoir donc sur des sols très secs des éclairs qui arrivent. Alors un éclair qui arrive au sol, c'est de la foudre. Eh bien c'est là qu'on peut avoir des feux qui peuvent se déclarer à nouveau. Mais en plus, avec les rafales de vent sous les orages secs et qui peuvent dépasser les 80 km/h, eh bien c'est une double pénalité. Là, vous nous confirmez, Rémi André, que concernant la Gironde et les Landes, c'est le pire des scénarios en termes météorologiques.
Alors c'est exactement ça, car nous avons donc cette instabilité qui va se propager la nuit prochaine, mais elle va surtout se propager là où nous avons cette humidité qui remonte de la Méditerranée, c'est-à-dire sur l'est de Midi-Pyrénées. Cela va remonter par le Massif central vers l'Auvergne-Rhône-Alpes demain, la Provence et le Languedoc. Et demain matin, nous pourrions avoir, demain matin et demain après-midi, des orages forts sur le Languedoc, sur la Provence, sur les Cévennes, avec justement cet air méditerranéen. Mais du côté de l'Aquitaine, eh bien, nous avons de l'air qui est trop sec, et là les orages ne peuvent pas vraiment avoir la même importance que l'on a sur les bords de la Méditerranée, et c'est ce qui fait que cette instabilité malheureusement est très pénalisante pour l'Aquitaine plutôt que pour le Languedoc. Oh là là, bon, ok, très bien, merci Rémi André. Quentin Barbaza, on va poursuivre cette info en plus dans un instant, parce qu'on doit marquer une petite respiration, mais à venir, on va en parler de ces feux qui permettent et ces conditions météorologiques qui empêchent les pompiers de bien faire leur travail, et ils vont nous alerter aussi, ces pompiers, par le manque de moyens qui leur empêche justement d'être efficaces. Ils avaient déjà alerté l'année précédente. On sera en direct avec Alain Larata, secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers Avenir Secours, qui nous dira qu'un peu la situation est quand même préoccupante d'un point de vue professionnel. Et nos vraies voix lui poseront des questions autour de la table. 20h, Frédéric Brindel. Dans un instant, nous ouvrons la question des moyens à disposition des pompiers pour lutter contre le feu avec nos trois vraies voix, Geoffrey Vupero, Joseph Touvenel et Rost. Rappelons, nous sommes en édition spéciale feu, alors en Gironde, dans les Landes, mais je ne voudrais pas oublier, et si vous êtes notamment auditeur dans le Var, je ne voudrais pas oublier le Var qui fait partie des 39 feux actifs actuellement, répertoriés ce matin par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. La zone du feu située à Pontévès, Cotignac, Barjol, les communes de Pontévès et Barjol sont toujours menacées. 2700 hectares ont brûlé. Écoutez le commandant Jean-Marc Sicard, chef de poste de commandement des pompiers pour l'incendie du Var. Là, la fatigue avec les réactivations, elle se fait moins sentir. Tout le monde est très concentré et très combatif sur ces deux reprises. L'objectif pour nous, c'est de limiter bien entendu l'extension de ces deux réactivations et d'éviter que le feu ne fasse d'une part pas plus de superficie, ou en tout cas le moins possible, et d'autre part n'aille pas menacer d'autres villages. Le dispositif de lutte, c'est toujours un dispositif qui est une combinaison des moyens à la fois aériens et des moyens terrestres. Et là, pour éviter que ces réactivations ne prennent trop d'ampleur, on a fait à nouveau appel aux moyens aériens de manière à de les combattre à la fois par les moyens aériens et par des moyens au sol. Voilà ce qui se passe sur le front du Var. Intéressons-nous maintenant à la Gironde et aux Landes, mais plus généralement à, cher Quentin Barbaza, la situation de nos pompiers. Oui, effectivement. On entendait le commandant Sicard qui disait que les troupes étaient fatiguées. Alors ces pompiers, est-ce qu'ils ont encore les moyens de tenir? Est-ce qu'ils sont assez nombreux, qu'ils ont assez de moyens terrestres, aériens, des engins, des véhicules? Ils ont déjà alerté l'an dernier, en 2025, sur la saison 2026 qu'elle allait être difficile. Ils n'ont pas été écoutés. Alors, avec nous, le secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers Avenir Secours, Alain Larata, pour nous faire un point sur ces manquements. Bonsoir, le lieutenant-colonel. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Merci de nous consacrer un petit peu de votre temps. Voilà, plus précisément. Allez-y, cher colonel. Oui, écoutez, ça a été rappelé, ça fait déjà plusieurs années que nous alertons les pouvoirs publics sur la nécessité d'augmenter les moyens, qu'ils soient au niveau national, mais également au niveau européen. Et malheureusement, en avril, nous avons créé une intersyndicale historique, puisqu'en pleine élection professionnelle, on s'est tous regroupés pour d'une seule voix dire au Premier ministre qu'il fallait que l'État, d'une part, prenne ses responsabilités pour consacrer plus de moyens aux services d'incendie et de secours, mais ils ne sont pas les seuls. Il faut aussi que les services départementaux d'incendie et de secours puissent avoir plus de moyens, puisque l'angle mort de tout ce qu'on est en train de se dire, l'angle mort, c'est la ressource humaine, au-delà de toutes les polémiques qui peuvent aller ci et là sur les matériels. Effectivement. Alors, question, Joseph Touvenel. Oui, mon colonel, vous avez très bien dit, à juste titre, les problèmes de moyens, de manque de moyens, notamment aériens, mais est-ce que la difficulté va pas être encore supplémentaire avec la levée du vent, la fumée? Comment vous arrivez à gérer notamment les moyens aériens quand on voit pas ce qui se passe au sol à cause de la fumée? Alors, je vais répondre à cette question, mais peut-être préalablement me permettre de signaler qu'on est face à une situation exceptionnelle que l'on redoute depuis des années. Je crois que tout le monde a ou pas la mémoire ou la mémoire courte,
mais dans cette zone, en 1949, a eu lieu un sinistre, un incendie qui a brûlé plus de 130 000 hectares et qui a fait 82 morts. Et à cette époque-là, je ne crois pas que la polémique des moyens et du réchauffement climatique était de mise. Aujourd'hui, il faut saluer l'agilité de tout le commandement national, zonal et départemental qui fait preuve d'une agilité extraordinaire pour bouger des effectifs qui viennent de la Marne, des Côtes-d'Armor, bientôt de Genève également, qui vont aller être acheminés sur tous les chantiers qui sont en cours. Vous l'avez dit, 39, mais on ne parle que des feux actifs, on a un visu que sur les gros feux, mais tous les jours, dans le Var, le Gard, l'Ardèche, tous les jours, des feux sont éteints à moins d'1 hectare, ce qui montre encore qu'il y a beaucoup d'activités, d'imprudence, de malveillance, et que la sécurité civile et les sapeurs-pompiers qui sont en première ligne doivent faire face à ces différentes situations. La coordination aérienne, elle se fait grâce à une expertise acquise depuis plus de 30 ans pour faire en sorte de coordonner les différents types de moyens, ceux qui utilisent du retardant court terme, c'est-à-dire les Canadair, et en cas d'effet de refroidissement, il faut aller derrière, et puis les retardants long terme que sont les Air Tractor et les Dash, et peut-être dans quelques jours la 400M. Question Geoffrey Vupéro. Oui, en termes de ressources humaines, puisque c'est ce qui semble manquer, est-ce on peut envisager des systèmes de solidarité avec d'autres pays européens ? Oui, c'est ce que je disais. On a actuellement, alors sur le plan des effectifs humains, moi je suis vice-président de l'Académie Europe à la Confédération européenne des syndicats indépendants. Il y a avant la saison, la Commission européenne, le mécanisme de protection civile européen avait mobilisé plus de 770 sapeurs-pompiers de toute l'Europe. Il y a actuellement 2 Air Tractor portugais qui sont à Mérignac, même si le trafic est un peu perturbé. Il y a également 2 hélicoptères Black Hawk slovaque et tchèque, il y a un Canadair croate qui est à Nîmes. Donc oui, on a toujours eu cette volonté depuis 2015 en martèle la nécessité que la Commission européenne puisse mettre des moyens solidairement avec tous les pays membres de l'Union européenne. Il ne vous aura pas échappé, et c'était le message, c'est que généralement quand ça brûlait en Grèce, ça brûlait pas au Portugal, ça brûlait pas en France. Cette année, la saison a commencé aux Pays-Bas. Je vous rappelle que le premier feu majeur a eu lieu aux Pays-Bas et que malheureusement cette année, tous les États européens significatifs dans la lutte contre les feux de forêt sont simultanément confrontés à des difficultés. On voit l'Espagne, on en entend moins parler, mais la Grèce également, le Portugal et bien sûr la France. Donc ça brûle partout en Europe et c'est là où il faut des moyens extra-nationaux qui soient suffisamment puissants. On avait proposé la création d'une task force de plus de 3000 sapeurs-pompiers pour traiter des feux de forêt, mais dans quelques semaines on parlera des inondations, et puis d'avoir aussi une véritable flotte européenne avec une pièce manquante. Tout le monde focalise sur la 400M, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On mobilise l'Europe pour faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un VLAT, un Very Large Air Tanker, c'est-à-dire un avion de très grande capacité qui puisse traiter des lisières comme on les a en Gironde, peut-être moins efficace sur le Var, mais qu'il aurait été dans l'Aude précédemment, et malheureusement pour les feux à venir. Ça veut dire qu'il y a des solutions en tout cas. Je le rappelle, nous avons le plaisir de vous avoir avec nous, Alain Larata, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers. Question de Rost. Alors c'est une question que je voulais poser au maire tout à l'heure parce que je pensais qu'il était plus adapté, mais on a la dimension en amont et en aval. Là on traite le problème une fois qu'il est sur place. Mais est-ce que la question, on parlait à l'époque, on parlait du pastoralisme, par exemple, les cantonniers qui servaient énormément pour tout ça. Est-ce que la désertification justement des zones rurales n'est pas aussi quelque chose qu'il faut peut-être revoir? Peut-être que les plans d'urbanisme et le fonctionnement de nos sociétés, ne faut-il pas revoir ça aussi pour que on évite peut-être, en tout cas qu'on limite les choses à l'avenir? Avec les agriculteurs qui aident notamment pas mal les pompiers. Voilà. Allez-y, colonel, ouais. Écoutez, j'allais dire malheureusement ou pas, on peut se réjouir que tous les médias se focalisent sur le sujet, et je voudrais, si vous me permettez, en profiter pour rendre hommage à nos 3 collègues qui sont décédés jusque-là. Ce que vous évoquez, c'est la difficulté de la lutte contre le feu de forêt, qui a aussi une phase préventive qui est malheureusement oubliée. Le feu en Gironde de la Thèse de Bruce ou de l'Andiras n'a produit malheureusement aucun effet. C'était en 2022, nous sommes en 2026, les effets sont
sensiblement les mêmes. La lutte contre les feux de forêt, elle est polymorphe, elle est polyculturelle, elle nécessite de mobiliser à la fois l'éducation nationale pour inculquer enfin une véritable culture du risque dans les populations. On parle du feu de forêt, mais les inondations, les séismes sont aussi des sujets baignants qui sont complètement méconnus aujourd'hui. Le pastoralisme a existé, produisait son effet. Moi, je voudrais saluer une action qui est trop souvent méconnue, c'est l'action des équipes feu tactique des sapeurs-pompiers. Je crois que c'est l'avenir de la lutte contre le feu de forêt. On pourra démultiplier les camions, les canadaires, les gros porteurs, porter le feu à l'avant du feu comme le faisaient nos paysans, nos agriculteurs il y a plus de 60 ans. C'est l'avenir parce que quand on n'aura plus d'eau, il n'y aura que le feu pour lutter contre le feu. Les plans d'aménagement urbain, ce sont des choses qui sont sur la table, qui existent aujourd'hui dans la loi et qui ne sont jamais mis en œuvre parce qu'on se heurte aux problématiques de constructibilité des sols. Il faut que le neveu de tel homme puisse construire sa maison, etc. Et donc on connaît ses limites. Moi, vous savez, j'ai travaillé 9 ans en chef de service prévention-prévision, en charge du droit du sol. Les obligations légales de débroussaillement, c'est aussi un combat. Je crois qu'il y a des départements qu'il faut mettre en avant, comme l'Ardèche, qui travaille depuis plus de 10 ans pour aller porte à porte, expliquer aux gens qu'il faut débroussailler autour de leur maison. Et quand on voit que la règle est à 50 mètres, et quand on voit la violence des feux aujourd'hui liés à cette sécheresse extraordinaire, eh bien on se demande même si 50 mètres suffiront. Donc il faut réfléchir autrement. On a aussi demandé à l'Europe qu'il y ait un véritable laboratoire européen qui réfléchisse à d'autres solutions. On ne parle pas suffisamment des drones. Moi j'utilise souvent à la Commission européenne, vous savez, cette image où on est capable de transporter 600 kilos de cannabis entre le Maroc et l'Espagne et on n'est pas foutu d'avoir un drone qui largue 600 litres d'eau sur les feux. Et franchement, on met pas les moyens là où il faut. On ne met pas les ressources intellectuelles et l'ingénierie formidable des Français pour construire des avions, pour construire des drones et éviter de toujours, chaque année, faire le même constat de la désolation de ce que laisse le feu après son passage. Et ça sera le mot de conclusion. Merci mille fois, cher lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers Alain Larata. Cher Quentin Barbaza, 19h30, on poursuit l'édition spéciale sur les feux de forêt avec là aussi des témoignages. Dans un instant, à 19h05, spécial Tour de France. J'aimerais remercier nos 3 vraies voix exceptionnelles ce soir. Rose Geoffrey Vupero et Joseph Touvenel. Allez, les infos tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.